Bienvenue à True Crime avec Christina. Avertissement, cet épisode contient des descriptions explicites de décès par overdose, de négligence médicale et de dépendance aux opioïdes. Ce contenu peut être difficile à entendre pour certaines personnes. Ce soir, on prend l'avion et on s'en va en Californie. On s'en va pas dans un quartier à problème ou défavorisé. On s'en va pas non plus dans une ruelle sombre. Je vous amène à Rowland Heights. C'est un petit coin tranquille en banlieue de Los Angeles. Les familles là-bas ont des grosses maisons avec du gazon vert. Ils ont des voitures de luxe. Les enfants n'ont pas peur de revenir de l'école avec leur sac à dos trop lourd en galopant dans les rues. C'est un coin safe. Et pas trop loin, au coin d'une rue achalandée, dans un petit immeuble aux fenêtres teintées, il y a un cabinet médical. À l'extérieur, il y a une grosse plaque métallique qui dit AAA Advanced Care. Rien d'alarmant, une clinique comme tant d'autres. À l'intérieur, il y a une femme avec un sarrau blanc, lunettes sur le bout du nez, stéthoscope autour de son cou. Elle s'appelle Lisa Singh. Elle sourit à ses patients, elle leur serre la main et prend leurs 400 $ en argent comptant, et avec ça, elle leur prescrit de quoi mourir à petit feu. Elle leur donne des flacons entiers d'oxycotin, du Xanax, du Soma, de la méthadone, des vrais cocktails de mort. Elle donne ça à des jeunes de 18, 19, 22, 25 ans, des jeunes en bonne santé. Parfois, certains en sueur parce qu'ils sont en manque, ou juste des jeunes curieux qui ont entendu parler de la clinique puis veulent faire le party. Et ça, elle le savait. Elle savait que les jeunes étaient en santé. Elle savait que plusieurs d'entre eux étaient morts et qui faisaient des overdoses. Parce qu'elle recevait beaucoup d'appels du coroner lui disant un autre jeune à qui tu as prescrit des médicaments est décédé. Elle a reçu des plaintes par des familles, des mises en garde. Ça ne l'a jamais arrêté. Elle a continué. À chaque matin, elle ouvrait sa clinique, elle parlait avec des nouveaux clients, elle tapait sur son clavier, elle imprimait des prescriptions et elle fermait les yeux. Elle a peut-être pas tué avec un couteau ni un gun, mais elle a tué avec un stylo. Elle a signé la mort d'une douzaine de jeunes, tout en se faisant passer pour une sauveuse. Ce soir, on va parler de l'histoire de Dr. Lisa Singh et celle des vies brisées, des familles détruites et d'un système qui a trop longtemps fermé les yeux. Avant qu'on l'accuse de meurtre, avant que son nom fasse fureur, Lisa Singh était ce qu'on appelle une success story. Elle est née à Taïwan et elle est arrivée aux États-Unis environ à l'âge de 15 ans avec ses parents. C'était une fille studieuse, ambitieuse, très brillante. Ses notes étaient excellentes. Elle ne sortait jamais, elle faisait pas le party, elle ne buvait pas, elle étudiait très fort, parce que c'est ce que sa famille s'attendait d'elle, et elle devait livrer la marchandise. Elle a obtenu un baccalauréat en sciences physiologiques avec une mineure en neuroscience à l'université CLA. C'est l'une des universités les plus prestigieuses de la côte ouest. Ensuite, après avoir obtenu ce diplôme-là, elle a été acceptée à Michigan State University, où là, elle a obtenu son diplôme en médecine ostéopathique en 1996. Lisa Singh est en voie de devenir l'image même de la réussite. Une immigrante devenue médecin, respectée, mariée à un autre docteur. Elle avait 2 enfants, une belle maison, tout semblait parfait. En surface. En 2005, elle ouvre avec son mari la clinique AAA Advanced Care que j'ai mentionnée plus tôt. Au début, c'est une clinique typique. C'est des patients locaux, souvent hispaniques ou asiatiques, qui consultent. C'est des routines normales, familiales. Les gens payent avec leur carte d'assurance maladie. Tout est normal. Mais à l'intérieur de 2 ans, donc en 2007, tout à coup, c'est des jeunes hommes blancs entre 18 et 30 ans qui commencent à y aller fréquemment. Bizarrement, ils viennent de partout en Californie. Certains traversent les États-Unis au complet pour se rendre à sa clinique. Ils ne sont pas malades, ne sont pas blessés et ne sont pas assurés. Mais ils ont les poches pleines d'argent.
Fait qu'ils repartent avec des prescriptions longues comme le bras. Parfois, sur une prescription, Dr. Lisa Singh prescrivait Oxycontin, Xanax, Soma, Adderall, Vigodin et Méthadone. Un vrai cocktail de mort. Certains gens prenaient des selfies devant l'immeuble dans le stationnement avec leurs prescriptions ou leurs flacons et se vantaient sur les réseaux sociaux. T'es en manque, va voir Signe. Pas de question, elle prend du cash seulement. La clinique est devenue très populaire et surtout une machine à prescrire. Lisa Singh, elle est devenue riche rapidement. Elle ne soignait plus les clients, elle a juste créé une épidémie. Entre 2007 et 2009, au moins 9 jeunes hommes sont morts d'une overdose après avoir consulté Dr. Lisa Singh. On va maintenant parler des victimes. Une des premières victimes, c'est M. Vu Nguyen. Il avait 28 ans. C'est un étudiant en pharmacie, passionné par ses études et apprécié par ses amis. Il a consulté Dr. Singh pendant 3 ans. Il a reçu des prescriptions de Xanax, Norco, Vicodin, Opana, Adderall, sans plan de traitement adéquat et ni de vérification de ses antécédents médicaux. Le 2 mars 2009, Vu a été retrouvé mort d'une overdose dans son appartement. Sa mort a choqué sa famille, qui n'avait aucune idée de l'étendue de sa dépendance. Deuxième victime, Stephen Oakley. Il avait 25 ans. C'est un ancien joueur de football. Il avait des antécédents de consommation d'opioïdes et de méthadone. Malgré ça, Lisa lui a prescrit du Xanax et de la méthadone sans être spécialiste en addiction. Le 9 avril 2009, 2 jours après sa 3e prescription, Stephen est décédé d'une intoxication à la méthadone. Il a été retrouvé sans vie dans son appartement, une scène dévastatrice pour sa famille. La 3e victime, Joseph Rovero. C'est un étudiant de 21 ans à l'Arizona State University. Le 9 décembre 2009, il a consulté Lisa pour des douleurs au dos et aux poignets. Et aussi, il faisait de l'anxiété. Elle lui a prescrit du Roxicodone, du Soma, du Xanax et de la méthadone. 9 jours plus tard, dont le 18 décembre, Joseph est décédé d'une overdose. Sa mère, April Rovero, a depuis fondé une organisation pour sensibiliser les dangers des prescriptions abusives. 4e victime, Matthew Stavron, il avait 24 ans, un ancien athlète de motocross. Il avait souffert de blessures dès l'âge de 13 ans, menant à une dépendance aux analgésiques. Après qu'il a été en rehab, il a obtenu une prescription de Lisa pour de l'Oxycontin, du Soma et du Xanax. Le 16 septembre 2007, moins de 36 heures après sa consultation, Matthew était retrouvé mort dans sa salle de bain en position fœtale entouré de pilules. Sa mère, Kelly, a été dévastée par la perte de son fils. Un autre de ses victimes, Ryan Latham, un jeune homme de 26 ans, est décédé après avoir obtenu une prescription de Lisa. Elle lui avait prescrit du Norco 10 mg, 150 comprimés, et d'autres médicaments que j'ai pas pu trouver l'information. 2 jours après avoir rempli l'ordonnance, Ryan est décédé d'une overdose. Son père, Steve Latham, a témoigné de la douleur de la perte de son fils à cause des prescriptions irresponsables. Et une des dernières victimes que j'ai trouvé l'information, Nathan Kenny, un autre jeune homme de 23 ans, également décédé après avoir reçu des prescriptions de Lisa. Elle lui avait prescrit de l'Oxycontin, 80 mg, 60 comprimés, et de la méthadone, 10 mg, 100 comprimés. 4 jours après avoir rempli les prescriptions, Nathan est décédé d'une overdose. Lisa a décrit Nathan comme ayant un comportement quelque peu en quête de drogue lors de l'enquête du coroner. Ces jeunes hommes, chacun avec leurs rêves et leurs aspirations, ont vu leur vie écourtée par des prescriptions irresponsables. Leurs familles ont été laissées dans la douleur et l'incompréhension, cherchant des réponses et de la justice. Pendant des années, elle a donné des prescriptions. Les gens le savaient. Les alarmes ont été tirées. Il y a même des pharmaciens qui refusaient de remplir ces ordonnances. Ils retournaient les clients. Ils disaient non, partez chez vous.
Il y a eu tant de familles en deuil qui ont appelé pour demander « Mais pourquoi que mon fils avait autant de pilules? » Des médecins légistes qui voyaient son nom revenir encore et encore et encore sur les rapports de toxicologie. Même le DIA, l'Agence fédérale antidrogue, l'avait contacté. Il l'avait prévenu que plusieurs de ses patients étaient morts et elle avait répondu avec froideur « Ben, c'est pas de ma faute s'il l'abuse. » Mais l'agence n'a pas accepté sa réponse, évidemment. Donc en 2010, on parle quasiment de 5 ans plus tard, ils ont commencé une opération d'infiltration. Il y a un agent qui s'est présenté à la clinique. Il prétend avoir des douleurs au dos, rien de spécifique, pas de dossier médical, pas d'examen antérieur, rien du tout. Il dit à Lisa qu'il veut juste des médicaments. Il n'a pas de l'air souffrant, il ne boite pas, il tousse pas, il paraît très normal. Et en moins de 3 minutes, Lisa lui tend une ordonnance. Oxycontin, Xanax, Soma. Le combo mortel. Ce que les toxicomanes appellent un Holy Trinity. Aucune vérification, aucun examen, aucun contact visuel significatif, juste un stylo à la main, une prescription et un autre 400 $ dans ses poches. Ce rendez-vous-là a été filmé en cachette. Il est devenu une des preuves clés dans le procès. Mais ça, c'était juste le début. Le DEA a obtenu un mandat de perquisition. Et ce qu'il trouve est pire que ce qu'il pensait. Il y a des piles de dossiers bâclés. Certains patients n'avaient même pas de fiche complète. Des prescriptions renouvelées automatiquement, parfois des patients décédés depuis des semaines. Il y avait des montagnes d'argent non déclarées. Des listes de patients venus du Nevada, d'Arizona, du nord de la Californie, tous attirés par la réputation de Lisa, la docteure qui ne dit jamais non. En 3 ans, Lisa avait prescrit plus de 27 000 narcotiques. Elle avait généré plus de 5 millions de dollars. Et derrière chaque prescription, il y avait un jeune, un parent inquiet, une famille détruite. Les enquêteurs ont été capables de prouver que Lisa ne pouvait plus ignorer les conséquences. Elle avait reçu des lettres des coronaires, des appels du DEA plusieurs reprises, et elle a reçu des avis de décès signés. Et malgré tout, elle a quand même continué. Le 30 octobre 2015, donc 10 ans plus tard qu'elle a ouvert sa clinique, dans une salle d'audience bondée à Los Angeles, le nom de Dr. Lisa Singh résonne pour la première fois. Non pas comme médecin, mais comme accusée de meurtre. Elle portait un tailleur gris, sobre. Cette fois-ci, elle portait pas une blouse blanche, elle avait pas de stéthoscope, juste une femme assise, droite, silencieuse, le regard vide devant elle, comme si elle refusait de croiser les yeux des familles dans la salle. Le procureur adjoint, John Niederman, prend la parole et dit au jury « Ce n'est pas un cas de négligence, c'est un cas de mépris total pour la vie humaine. » Elle le savait, c'était une docteure. Elle a continué, elle est responsable. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un médecin est accusé de meurtre au second degré pour des prescriptions légales. Mais ici, ce n'est pas juste la loi qui est en procès, c'est l'éthique médicale, le pouvoir de la blouse blanche et la confiance aveugle que des milliers de familles placent en leur docteur. Un à un, les parents des victimes prennent la parole. April Rovero, la mère de Joseph, qui avait 21 ans, raconte comment son fils était parti voir Lisa pour un mal de dos mineur. 9 jours plus tard, elle l'a retrouvé mort dans sa chambre. Elle a dit, elle lui a donné la combinaison mortelle. Elle ne l'a même pas examiné. Mon fils était en santé, il voulait vivre. La mère de Matthew Stavron montre une photo de son fils à l'âge de 10 ans, avec un gros sourire sur sa motocross. Puis une autre photo floue, quand ils l'ont retrouvé mort dans le bain, en position du fœtus, avec plein de pilules autour de lui. Les témoignages s'enchaînent. Il y a des pharmaciens qui expliquaient qu'ils refusaient de remplir ses prescriptions. Il y a des experts médicaux qui confirment que rien ne justifiait ces doses. Des anciens patients qui admettent s'être présentés sous de fausses douleurs et n'avaient reçu aucune résistance de Lisa. De son côté, la défense tente une ligne risquée. Ils ont décidé de blâmer les victimes.
Ils disent qu'ils savaient ce qu'ils prenaient, qu'ils ont abusé, qu'on ne peut pas tenir le médecin responsable des choix des autres. Mais le jury n'a pas accepté ça. Pendant des semaines, ils ont vu défiler les courriels, les rapports de décès, les appels ignorés. Lisa n'a pas été dupée. Elle a été indifférente. Et le 23 octobre 2015, le verdict tombe. Coupable de 3 chefs de meurtre au second degré, coupable de plus de 20 chefs d'accusation supplémentaires, dont la prescription illégale. Le sentiment dans la salle, un mélange de soulagement et de colère. Le juge, George Lomini, ne mange pas ses mots. Ce qu'il a dit, elle a tué sans tirer un coup de feu. Elle a utilisé son diplôme comme un couteau. C'était une vraie boucherie. Il la condamne à 30 ans de prison à perpétuité, sans libération conditionnelle avant au moins 30 ans. Au moment de la sentence, Lisa murmure « Je suis désolée, je prie pour vous ». Mais pour les familles, il est trop tard, les enfants ne reviendront pas, ils sont partis, ils sont décédés. Et tout ce qui reste, c'est une photo, une voix dans un vieux message vocal, une chambre qui ne sera plus jamais utilisée. Lisa ne portait pas de masque. Elle ne rôdait pas dans l'ombre. Elle était juste là, à la lumière du jour, une blouse blanche sur le dos, un diplôme accroché au mur et dans ses mains, un stylo avec le pouvoir de tuer. Elle a prescrit la mort, calmement, méthodiquement, comme si c'était juste un autre jour au bureau. Et ce pouvoir-là, elle l'a utilisé non pour guérir, mais pour s'enrichir. Joseph, 21 ans, Matthew, 24 ans, Vu, 28 ans, Steven, 25 ans, Nathan, 23 ans, Ryan, 26 ans, et plein d'autres personnes que sûrement on ne sait pas encore. Des jeunes hommes, des fils, des frères, des étudiants, des rêveurs. Certains en rémission, d'autres en pleine rechute, et beaucoup en bonne santé. Ce n'est pas juste un cas criminel, c'est un échec moral, systémique, humain. Et pendant trop longtemps, on a fermé les yeux parce que la douleur était privée, parce qu'ils étaient jeunes, parce que c'était des pilules légales. Mais la mort, elle, n'a jamais fait la différence. Si cet épisode vous a touché, parlez-en. Éduquez, aimez, surveillez, questionnez. Parce qu'on ne devrait jamais enterrer un enfant pour des médicaments qu'on pensait sûrs et certains. C'était True Crime avec Christina. Merci d'avoir été là. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et surtout, gardez l'œil ouvert.